moment où le Canada se prépare à la guerre totale, une nouvelle armée arrive sur la ligne de feu. L'armée des ouvriers de l'industrie se battant sur le front de l'acier. Les principaux personnages qui jouent un rôle dans l'effort de guerre de la nation sont Joe Charon, soudeur, Jim McLaren, chauffeur des fourneaux, Hervé Poitras, ouvrier métallurgique, et des milliers d'autres. Plus que jamais, il faut miser sur l'ouvrier canadien, car l'histoire se résume à la substitution de l'homme à la force de la machine. Substitution voulue par un homme, Adolf Hitler. Berlin, 20 avril 1938. 50e anniversaire du Führer allemand. Le monde jette un premier coup d'œil sur les nouvelles méthodes mécanisées de la guerre future. Devant son chef défile une armée construite d'après les données de la science du XXe siècle, une armée rendue formidable grâce au pouvoir destructeur de la machine. Tandis que les unités motorisées roulent avec fracas, le monde assiste à une répétition anticipée de la guerre actuelle, telle que faite par des monstres d'acier. Voici d'abord les chars de gros tonnage, capables de briser les défenses de l'adversaire et d'écraser tous les obstacles. Puis les uns à la suite des autres, d'innombrables escadrons de chars d'assaut, harcelant les défenseurs, enfonçant les ouvrages fortifiés et désorganisant les communications. Derrière viennent des troupes de choc motorisées dont la mission est d'occuper le terrain conquis par les tanks. L'infanterie compose le dernier rang de ce nouvel ordre de bataille. Il faut aussi compter sur la surprise, puisque parmi les vétérans endurcis, on reconnaît des soldats vêtus de l'étrange uniforme des parachutistes. Les engins de la guerre éclairs continuent leur prouée au bruit infernal d'une artillerie nouveau genre. Les avions plongeurs Stuka, plus dangereux qu'un obusier. L'histoire de la construction de sa machine de guerre pendant 6 dures années est une preuve irréfutable de la volonté allemande de la conquête et de la domination. Quand Adolf Hitler devint le Führer, le monde en fait se dit qu'une Allemagne ruinée ne pourrait jamais réaliser ses ambitions de conquête nazie. Mais 1933 vit naître un nouveau mot, Wehrwirtschaft, la vie pour la guerre. La famille, devenue la base expérimentale de la nouvelle économie de guerre, se vit imposer par les nazis un régime de lourds sacrifices. On obligea d'abord Fritz Lohmann et ses enfants à prendre une fois par semaine un repas d'un seul plat. Pour le jeune Hans et sa sœur, l'uniforme prit la place de la bonne nourriture. Le Führer avait décrété l'économie de guerre. Chaque soir, Freda ramassait les miettes de la table pour nourrir les porcs, les grains de café et même des cheveux pour l'amour du pan germanique. Chaque mois, un coup sec à la porte. Un soldat vient chercher la contribution en argent et en vie. Malheur à ceux qui n'ont rien à donner. Versée à 14 ans dans la jeunesse hitlérienne, la génération montante fut élevée d'après la doctrine de la force par la joie. C'est dans des clubs de planeurs à travers le pays que le petit Allemand s'entraîna à devenir l'aviateur militaire. Les oreilles armandes furent le réceptacle d'une propagande colossale, Lebensraum, l'Allemagne et l'espace vital. Dans le domaine du travail, on mit en vigueur pour tous les garçons de 18 ans un nouveau système qui remplaçait la valeur monétaire par le travail obligatoire et le sacrifice de la personne humaine. Bien détonnant alors que toutes les usines du Reich travaillassent à plein rendement aux armements. Tout un peuple avait préféré les canons au beurre. Tout un peuple avait supprimé le gaspillage. Tout un peuple s'était organisé fortement en vue de conquérir et de dominer. On avait réussi l'impossible. Et le jour menaçant du Blitzkrieg pouvait se lever. À travers la Pologne, à travers la Hollande, à travers la Belgique,
La machine de guerre allemande avance avec rapidité. Chaque manœuvre se fait à l'heure prévue. Chaque mouvement est répété 1000 fois avant l'exécution. Seul l'acier pourrait faire face à l'acier. Le désastre subi sur le continent a pris à la Grande-Bretagne que dans la guerre mécanisée, seule une organisation vraiment nationale peut résister à la force enrégimentée. Tout travailleur, qu'il soit employé dans les mines, usines ou bureaux, doit mettre au service du pays toute son énergie et toute sa compétence. Une minute de perte derrière les lignes veut dire une perte de vie dans l'enfer mécanisé du front. Du jour au lendemain, la coutume propre à l'anglais de prendre son temps disparut et fit place à la claire devise de Herbert Morrison, allons-y. La devise du Canada est aujourd'hui la même. À Ottawa, on érige de nouveaux immeubles qui abriteront les services destinés à établir sur le sol canadien un front d'acier plus puissant que celui d'Hitler. Aujourd'hui, dans une centaine de villes et de municipalités, les Canadiens assistent à la fabrication des armes modernes. Rares sont les gens qui se rendent compte des miracles d'habileté des ouvriers qualifiés de l'industrie canadienne. De ces univers de précision mécanique a surgi une arme, symbole de la guerre moderne, la mitrailleuse Bren. Elle est légère à porter, facile à manier, mais sa fabrication est de plus compliquée. Il faut environ 6 mois pour éduquer l'œil humain à vérifier l'alignement d'un barillet. Il faut plus de 2800 opérations différentes pour fabriquer une seule mitrailleuse, et avant qu'elle parvienne à la table d'assemblage, 18 000 outils et instruments sont requis pour ce travail, conduit avec une précision infaillible. Voilà comment le Canada fait sa part pour augmenter la puissance de chaque arme 20 fois ce qu'elle était lors de la dernière guerre. Dans le fracas d'un chantier maritime de Montréal, les flancs des chasseurs de sous-marins prennent forme. La vitesse est essentielle à ces bateaux, et pour les rendre plus légers, le blindage d'acier de leur coque ne doit pas avoir plus de 3/8 de pouce d'épaisseur. On a recours à l'expérience de Louis Gagnon, maître riveur, car en cas de tempête ou de bataille, des rivets défectueux seraient plus mortels qu'une torpille. Mais dans les chantiers maritimes du Canada, il n'y a pas de défectuosité, et de nouveaux bateaux de guerre sont lancés dans l'Atlantique et le Pacifique, 50 dans la seule première année. De toutes les usines du Canada arrivent des camions et des véhicules armés, pivots de la guerre moderne. Tracteurs pour les canons et le matériel du génie, transport de troupes et de ravitaillement, ambulances pour conduire rapidement les blessés aux hôpitaux. Les moteurs et les châssis sont construits spécialement pour terrains accidentés, car qui peut savoir où on les utilisera. Une rivalité de bonne aloi règne dans ces établissements de fabrication automobile. Afin de faciliter le travail, les plans et les devis sont uniformes et chaque accessoire est échangeable d'une usine à l'autre. « 24 heures par jour, les véhicules quittent leur base afin d'être soumis à un examen rigoureux. Sous l'œil critique et impartial de la science, à Ottawa, dans les laboratoires du Conseil national des recherches, les rayons X servent à l'inspection des moulages d'avions, car les photos aux rayons X décèlent les défauts de l'acier aussi nettement que les maladies de l'homme. Et voilà comment, chaque jour, la science sauve la vie des équipages avant même que les avions de combat aient décollé du sol. Et maintenant, les trains de ravitaillement filant avec un bruit de tonnerre sont pour le peuple canadien une promesse de victoire. Voilà leurs armes. Armes de l'Angleterre pour repousser l'invasion, armes du Canada pour la défense de son sol.
et voici ceux qui les fabriquent, ces armes. Que tous les Canadiens organisent la défense de leur pays comme l'Angleterre a fait du sien, s'inspirant du calme et de la décision des soldats des usines qui se battent sur le front de l'acier.